Nous allons droit dans le mur. Combien de fois avons-nous entendu cette formule claquant comme un coup de fouet ? À la fois, menace d'une apocalypse écologique imminente et constat culpabilisant. Tous les experts s'accordent à le dire. Les orientations en matière d'écologie et de maîtrise de nos énergies que nous allons prendre en ce début du XXIe siècle seront déterminantes pour l'avenir de notre planète, pour le futur des générations à venir. Face à nos besoins énergétiques qui ne cessent de croître, quelles solutions allons-nous trouver ? Les sources d'énergie fossiles, pétrole en tête, qui ont participé pleinement au réchauffement climatique, frappant notre environnement depuis plusieurs décennies maintenant, seront bientôt épuisées. Le drame de Tchernobyl a réduit à tout jamais la confiance que l'on pouvait avoir dans le nucléaire civil. Alors que reste-t-il ? Les énergies dites renouvelables sont peut-être la solution. Solaire ou marémotrice, géothermie ou éolien, les travaux et les recherches dans ces domaines sont prometteurs. Ces solutions fonctionnent et ne demandent qu'à être développées. Leur présence était anecdotique il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, tels de gigantesques planeurs posés à la verticale, les éoliennes se multiplient sur la crête des collines, dans les champs, sur le bord de nos routes. À Saint-Georges-sur-Ardon, dans le Cher, le premier parc éolien du Berry vient d'être terminé. Jacques Pallas est un maire heureux, fier d'avoir participé à ce qu'il considère comme une formidable avancée technologique et écologique. Voilà, alors là on est au pied du parc éolien des Vignes, la numéro 2. Voilà, à 100 mètres de hauteur, à nacelle, plus 45 mètres de pale. Donc une fois arrêté et déployé, ça fait 145 mètres. Voilà. Donc ça c'est une des 19 éoliennes. Une des 19 éoliennes. Et c'est le deuxième parc, les Barbes d'Or en face et les Vignes. Et l'éolienne que vous avez en face, là, elle fait presque 500 tonnes. Les 5 éléments, le rotor, les 3 pales, la nacelle avec tout le mécanisme, le multiplicateur. On ne se rend pas compte quand on est un petit peu loin, mais c'est titanesque. C'est impressionnant. Et tout le monde, chaque fois que quelqu'un est venu, s'accorde à dire que c'est impressionnant, c'est majestueux, c'est beau, ça tourne. Moi, je compare ça à une grande fleur avec 3 pétales. Voilà. Mais c'est incontestablement, ça surprend tout le monde, quoi. 100 mètres, ça fait haut. Alors que dans la Bosse, elles sont à 80 mètres et en Vendée à 60 mètres. Donc la hauteur dépend de la force du vent du territoire. Voilà, c'est une des particularités. L'éolienne, quand elle tourne, elle produit de l'électricité à 670 volts. Et au pied de l'éolienne, à l'intérieur, vous avez donc le générateur qui la transforme en 20 000 volts. Et du coup, donc, c'est renvoyé sur le réseau de ERDF en 20 000 volts. Voilà, qui, eux, après, la retraite, l'électricité, et la redistribue donc dans les foyers, dans les usines, dans nos territoires. Donc là, on entend un peu le son, là. Oui, on entend le son, c'est normal. En haut, là-haut, ça fait à peu près 60 décibels en haut, à 100 mètres de hauteur. Mais en bas, il est moins important. Et plus vous vous éloignez, et moins il y a du bruit, quoi, moins vous l'entendez. Et vous pouvez constater que le bruit ne se cumule pas avec les autres éoliennes qui fonctionnent. Donc voilà, là aussi, c'est une vérité qui, aujourd'hui, peut être facilement contrôlable par rapport à il y a 4 ou 5 ans, lorsqu'on entendait des affirmations contraires. On peut se rapprocher ? Ah oui, au contraire, il faut. Il faut voir les gamins comme ils sont emballés, quoi. Même les parents, hein, ils sont impressionnés. Et je le recommande à tout le monde. J'ai reçu 1500 gamins là, en visite. Et je leur dis, venez avec vos parents. Il n'y a pas d'interdiction. Vous pouvez pénétrer, vous regardez, vous prenez des photos. Vous constatez l'intégration paysagère, le bruit. Il y a tout qui y passe. Voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut venir aux 4 saisons. Voilà, parce que là aussi, vous avez une modification du paysage, incontestablement, quoi. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais il y a une intégration paysagère, il faut voir les 4 saisons. Et là, chacun a son appréciation, mais je sais qu'il y a beaucoup d'appréciations extrêmement importantes et intéressantes. Et vous voyez, c'est un mariage de technologie de l'aéronautique. Voilà. Tout est en acier, en cuivre, en aluminium, et les pales elles sont faites en composite. C'est le même composite qui est utilisé pour faire les hélices d'avion. Et vous êtes ému là quand vous êtes au pied de ces éoliennes ? Oui. Ah oui, je remémore 4 ans et 8 mois de discussions, de débats, de peurs, de craintes, de fourniture d'explications, de réponses aux questions, est-ce qu'on a les éléments ou pas. Il y a 4 ans et 8 mois, rendez-vous compte, il y a 4 ans et 8 mois, j'étais sur le même lieu, il n'y avait pas une éolienne. Il fallait à peu près être certain des arguments qu'on développait, quoi. Et donc aujourd'hui, oui, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis content, on est heureux, fier, parce que bon, c'est à peu près conforme à ce que l'on avait dit, quoi, à ce qu'on en avait prédit. Donc c'est bien, quoi, pour le territoire, c'est bien pour la planète, c'est bien pour nos enfants.
il y a un excellent compromis. Depuis l'Antiquité, l'utilisation du vent comme source énergétique est connue. Les moulins en sont la plus parfaite démonstration. À la fin du XIXe siècle, les premières éoliennes productrices d'électricité sont construites de manière artisanale. Il faudra attendre le milieu des années 50 pour qu'une éolienne expérimentale de 800 kW fonctionne de 1955 à 1963 en France, à Nogent-le-Roi dans la Beauce. Cette technologie, ayant été quelque peu délaissée par la suite, il faudra attendre les années 70 et le premier choc pétrolier pour que le Danemark reprenne les installations d'éoliennes. Le procédé est relativement simple. En fait, il s'agit du principe de la dynamo. Pascal Gérardin est ingénieur spécialisé dans l'éolien. Le fonctionnement d'une éolienne relativement simple est la chaîne de conversion de l'énergie du vent en énergie électrique. Consiste à récupérer l'énergie émise par le vent au travers de pales d'une éolienne qui elles-mêmes sont liées à un moyeu qui lui-même est lié à un arbre appelé arbre petite vitesse. On voit ces éoliennes qui tournent relativement lentement, entre 10 et 20 tours par minute. Vous la regardez le long des routes, vous voyez qu'elle ne tourne pas rapidement. Cet arbre de transmission donc, tourne très lentement, passe au niveau d'une fonction importante dans notre éolienne, dans la chaîne de conversion, qui est le multiplicateur, qui lui va transférer donc, cette énergie et cette vitesse de rotation lente en vitesse de rotation rapide, ce qu'on appelle un arbre grande vitesse. On tourne à peu près à 1500 tours minute et on attaque avec cet arbre grande vitesse une génératrice qui elle-même va générer donc, cette fameuse énergie électrique. Voilà, c'est relativement simple. Début 2010, la production d'électricité éolienne s'élevait à 7,8 TWh, soit 1,6% de la consommation française totale. Un grain de sable, comparé aux 390 TWh produits par le nucléaire. Néanmoins, même si ce chiffre semble ridicule, on peut tout de même parler de boom de l'éolien. En effet, cette production a été multipliée par 20 en 6 ans et par rapport à 2008, elle a augmenté de plus de 39%, soit l'équivalent de la consommation domestique électrique d'environ 950 000 Français. Au palmarès des principales régions productrices, la région Centre figure à une très bonne 3e place, derrière la Picardie et la Lorraine, avec 146 éoliennes installées sur 30 parcs, dont la grande majorité se situe en Beauce, au nord d'Orléans, à la frontière de l'Île-de-France. La législation française est rigoureuse quant à l'implantation des parcs éoliens. Depuis 2005, la loi a introduit les zones de développement de l'éolien. Les ZDE sont arrêtées par le préfet sur proposition des communes. Elles doivent prendre en compte 3 critères définis par la loi. Le potentiel éolien, les possibilités de raccordement au réseau électrique, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Contrairement aux idées reçues, les éoliennes ne produisent pas pour une zone géographique délimitée. Tel ou tel parc éolien ne fournit pas en énergie électrique l'endroit là où il est implanté, mais fournit l'électricité qu'il produit au réseau général. L'exploitant du parc revend à Électricité Réseau de France sa production. La nouvelle réglementation borne les tarifs de rachat par ERDF. Depuis 2007, seule l'électricité produite par des éoliennes installées dans des ZDE peuvent bénéficier du tarif de rachat de 8,2 centimes d'euros par kilowatt par heure. Aides diverses, promotion et communication, tarifs de rachat avantageux, tout semble réuni pour favoriser le développement de l'éolien en France, afin qu'il participe aux objectifs du Grenelle de l'environnement, à savoir que 23% de l'électricité produite dans l'Hexagone le soit à partir d'énergies renouvelables, donc propres. Pour l'éolien et ses promoteurs, tout semble donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin presque. Car depuis quelques années, une fronde anti-éolien est apparue et ne cesse de grandir au fur et à mesure que les projets d'ouverture de parcs se multiplient. Si en région Centre, le climat autour de l'éolien semble apaisé, en région Poitou-Charentes, la grogne a pris le ton d'une véritable rébellion.
Vous êtes nombreux là? Je n'ai aucune idée. Ouais. Mais de toute façon, on n'est pas des habitués des manifs, on est juste des particuliers. Et en règle générale, quand vous en faites quand même de temps en temps des manifs comme ça? Oui, mais il y en a une à Paris chaque année. Ouais. Et le problème de l'éolien, il est relativement nouveau en France. On est face à l'invasion, mais on s'organise. Le problème, c'est que nous n'avons pas les mêmes moyens que les promoteurs, qui eux ont l'ADEME, qui eux ont la presse. Nous, on n'a pas ces moyens du tout, on est des bricoleurs. On est juste des particuliers, on n'est pas un mouvement politique. Et c'est quoi le but là? Votre but à vous? C'est que dans un village, où la population a dit non, où le maire a dit non, un promoteur fait la loi et va imposer ses éoliennes alors que personne n'en veut. Les éoliennes, elles vont envahir cet espace public. Les gens n'en veulent pas, on est en démocratie tout de même. Alors on n'écoute pas la population, les intérêts financiers d'un promoteur prennent le dessus. Donc là, pour vous, on n'est pas dans un domaine écologique, on est dans un problème de démocratie, alors, de on non-respect est de la dans un démocratie. domaine de démocratie et on est surtout dans un domaine où on nous dit réchauffement climatique, donc éolienne. Et nous disons non. Réchauffement climatique, donc recherche, économie d'énergie, biomasse, solaire, énergie sous-marine. Il y a énormément de choix d'énergie renouvelable, respectueuse de notre environnement. L'éolien ne correspond absolument pas à une énergie renouvelable, respectueuse de l'environnement. Et vous n'avez aucun exemple où des éoliennes fonctionnent correctement, ont un impact sur L'exemple que nous l'environnement? avons, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe ailleurs. Les 3 champions de l'éolien, l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne sont les 3 champions de la pollution en Europe. Donc pourquoi appliquer chez nous un remède qui a fait preuve de son inefficacité ailleurs? Les anti-éoliens disent par exemple qu'à partir du moment où une éolienne ne tourne pas, on est obligé de réactiver les centrales. Oui, c'est exact. Mais aujourd'hui, vu le développement, c'était vrai il y a 4 ou 5 ans, mais aujourd'hui, toutes les régions de France disposent de parcs éoliens. Donc, si vous voulez, il y a un étalement et un développement des parcs éoliens sur l'ensemble du territoire. Donc, aujourd'hui, il peut ne pas y avoir du vent à Saint-Georges, mais il y a du vent à l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Et donc, si vous voulez, la moyenne fait qu'il y a toujours du vent et qu'il y a toujours de la production énergétique éolienne. Et c'est comme ça qu'on raisonne. Vous savez, ERDF, ils raisonnent pareil. Quand ils mettent en entretien une centrale nucléaire, elle est bien arrêtée. Quand, par exemple, sur la Garonne, il n'y a pas suffisamment d'eau pour refroidir la centrale nucléaire de Colfèche, et ils l'arrêtent. Et donc, c'est bien compensé par une autre source énergétique. Donc voilà. Après, c'est ERDF qui gère cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut répondre à la question. Les énergies renouvelables, dont l'éolien, participent à l'approvisionnement sécuritaire de l'énergie électrique en France. Et qu'est-ce qui vous gêne, vous, dans les éoliennes? C'est qu'on soit pour ou contre le nucléaire. Actuellement, on l'a pour des dizaines d'années et on est vendeur de courant à l'étranger, donc on n'a pas besoin. Et puis il y a aussi, je le dis très honnêtement, une raison très égoïste. J'ai pas envie, parce que j'aurais des mâts de 150 mètres à 3 km de chez moi, perdre 20-30% de valeur sur ma maison. Je compte pas la vendre, mais pour mes enfants, voilà, c'est tout. L'entreprise Vernier, basée près d'Orléans, en région centre, est l'un des 2 seuls fabricants français d'éoliennes. Spécialisé dans le Far Wind, Vernier implante des éoliennes dans les régions du monde où la production d'électricité conventionnelle est difficile, voire impossible. Marc Vernier dirige depuis plus de 20 ans cette entreprise qui ne s'est paradoxalement jamais implantée en France faute de marché. Parfois critique, il pose un regard lucide et parfois acide sur le développement de l'éolien dans l'Hexagone. En France, il y a eu une première maladresse qui a été d'assaillir en quelque sorte toutes les mairies, les communes, à la recherche de foncier et de projets. Ça a été brouillon et mal perçu. Deuxièmement, le démarrage de l'éolien s'est fait à l'initiative de grands groupes financiers ou de développeurs qui n'ont pas eu cette préoccupation. Je parle bien du début de l'éolien. C'est clair que quand vous venez implanter, même avec toutes les précautions qu'on peut prendre, une centrale dans un environnement, eh bien, les riverains, vous leur changez le paysage. Et il faut qu'ils aient discuté de la chose, il faut qu'ils y trouvent un certain intérêt, soit philosophico-politique, soit matériel.
Ça n'a pas été fait. C'est quoi l'historique? Comment vous les avez implantées, ces éoliennes ici? Alors, vous savez, nous, on a eu simplement, c'était en novembre 2004, et donc on a reçu un coup de téléphone de l'entreprise Nordex qui nous dit qu'il voulait implanter un parc éolien à Saint-Georges. Alors, c'était au téléphone. Donc je leur ai dit un parc éolien à Saint-Georges. Alors ils m'ont dit oui, c'est intéressant. Alors ils ont vu, Saint-Georges a la particularité qu'on a une zone d'espace naturel sensible, on a Natura 2000. Et tout de suite, moi, ça m'avait tilté dans ma tête. J'ai dit, ils vont me saccager ces sites-là. Et puis l'interlocuteur au téléphone, quand il a vu mon scepticisme, il m'a dit, mais vous savez, ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc j'ai raccroché au nez. Voilà. Et puis en janvier 2005, ils sont remontés à la charge. Pourquoi vous avez raccroché au nez? Parce que je suis sensible à l'environnement, je suis sensible à ma commune. On a un atout environnemental exceptionnel, donc il faut que j'y veille, il faut que je fasse attention, il faut que je le préserve. Et donc au départ, comme je pense une bonne majorité des Français, je pensais que le développement de parcs éoliens allait me saccager mes sites. Voilà, ça a été ma première réaction, et pour moi, ce n'était pas une histoire de fric. Voilà. Bon. Et puis en janvier 2005, ils sont revenus à la charge, et donc là, avec le conseil municipal, on les a reçus, voilà, ils nous ont expliqué le projet. Et puis après, le conseil municipal, on s'est interrogé, pourquoi des éoliennes à Saint-Georges, voilà. Et on a remonté, si vous voulez, le fil conducteur qui était l'accord de Kyoto, le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, la directive européenne qui oblige chaque État de l'Europe à produire des énergies renouvelables autres que du nucléaire et hors polluantes. Voilà, on a remonté, si vous voulez, le fil conducteur, et puis on a débouché sur la question planétaire. Voilà, et ça nous a aidé, je pense, à prendre la décision. Toutes les implantations ne se font pas avec le même souci de transparence qu'à Saint-Georges-sur-Ardon. Et de nombreux élus locaux ont rejoint la grogne. Vous avez Madame Ducournau, adjointe au maire de Saint-Jean-d'Angély, qui nous rejoint par solidarité. Quand on n'écoute plus les élus et le peuple, les élus c'est quand même la voix du peuple, hein, donc voilà pourquoi je viens par solidarité au maire de Marseille, et aux élus de Marseille, aux habitants de Marseille. Et il y a des projets aussi proches de chez nous qui sont... on ne doit pas faire des éoliennes simplement pour le fric, quoi. Je veux dire, on est des élus, mais c'est pas parce qu'on nous promet des taxes professionnelles ou des choses qu'on doit céder à tout ça, quoi. L'éolien industriel est une arnaque financière. Si nous sommes dans la rue, c'est pour défendre les positions et les décisions de monsieur le préfet contre les promoteurs éoliens. L'écologie, c'est quelque chose qui a le vent en poupe en ce moment. On l'a bien vu les dernières élections européennes. Est-ce que politiquement, c'est pas un danger de s'opposer à ce qui apparaît comme une sorte de panacée pour préserver l'environnement? Est-ce que c'est pas un risque pour vous, en tant que député, de paraître anti-écologique? Alors là, il faut pas abuser. Si on veut avoir la preuve de ce qu'on a fait, il n'y a qu'à venir voir la manière dont on a protégé nos marais. Je suis maire depuis 26 ans. Je suis reconnu pour avoir protégé le littoral de ma commune, pour avoir combattu les promoteurs, pour avoir protégé les marais, pour avoir évité des installations de golf n'importe où. Et qu'aujourd'hui, on me dise que je suis anti-écologique. Non, je suis protecteur de mon patrimoine. Le patrimoine, chez nous, c'est le paysage. Je suis protecteur de ce patrimoine parce qu'il nous appartient. Et il n'appartient pas à quelques-uns de venir planter des poteaux de 150 mètres de haut avec des éoliennes, au prétexte que c'est écologique. Il y a d'autres moyens de produire de l'électricité d'une manière écologique. Et celui-là, je le protège. C'est vrai que dans ma ville, on a mis une charte de la production électrique en photovoltaïque. Le département de Charente-Maritime étant de faire la promotion du photovoltaïque, là, oui, effectivement, on peut intégrer de la production d'électricité écologique. Mais si l'écologie, c'est détruire les paysages, là, non, là, je ne l'accepte pas. On ne peut pas faire n'importe quoi, tout est n'importe quoi, au nom de l'écologie. Ça, c'est beaucoup trop grave. Par exemple d'éoliennes dans une zone industrielle parce qu'on dit que c'est trop dangereux, un accident. Mais nous en zone rurale, on n'est pas assez nombreux à voter, donc on nous met ça en bordure de route. Alors que ce sont des machines qui tournent à 300 km/h en bout de palle, sans surveillance. Mais ça, c'est un risque pour qui, ça? Pour les voitures, pour les gens qui passent. Oh bah, une éolienne à 300 km/h, même à 150 mètres, il y a quand même peu de chances qu'elle touche une voiture. Il y a 10 jours, en Hollande, il y en a une qui est arrivée sur l'autoroute. Alors, elle s'est décrochée. Une pale s'est décrochée, oui.
Ça, c'est un peu comme les avions. Il y en a très très peu qui tombent, mais quand ça arrive, on en parle beaucoup. C'est vrai, mais le problème, c'est que là, on va nous imposer 15 000 éoliennes en France. 15 000 éoliennes, c'est-à-dire que dans chaque village en France, quand vous tournerez, vous regardez le paysage, vous verrez des éoliennes. C'est une modification qui est profonde de notre pays. Il ne s'agit pas là juste de combat, je ne veux pas mes 6 éoliennes ou mes 4 éoliennes. C'est pour la défense de tout notre pays, de toute notre ruralité. Depuis plusieurs années, le projet d'implantation du parc éolien de Marsay va de rebondissement en rebondissement. D'abord soutenu par la municipalité, puis abandonné, il ressuscita grâce à l'acharnement du promoteur qui réussit à faire revenir la commune sur sa décision aux grandes dames de la population locale. Nous refusons Fabienne Chauvet est l'une des plus farouches opposantes au projet. autour de nous. C'est une véritable condamnation sur notre territoire. Ce n'est pas... Si les manifestations et autres rassemblements anti-éoliens peuvent avoir un caractère bon enfant, le militantisme de Fabienne Chauvet a pris d'autres proportions. Pour se faire entendre, elle n'hésita pas à entamer une grève de la faim. Pour mettre la municipalité devant ses responsabilités, à savoir que cette municipalité à plusieurs reprises avait toujours unanimement voté non contre cette implantation. Nous ne pouvions pas accepter qu'en quelques jours, quelques semaines, la situation se retourne et que tout à coup la municipalité ne se défende plus. Alors en effet, j'ai décidé une grève de la faim pour éviter que les choses ne traînent et ne se retournent, que rapidement, grâce aux médias, grâce au fait de communiquer de manière forte, eh bien, tout le monde se ressaisisse et que, je dirais, nos élus également, pour faire que nous revenions à l'idée première, à savoir que nous allions nous défendre jusqu'au bout, quelle que soit la pression que mettaient les promoteurs. Et combien de temps a duré votre grève de la faim ? À peine 10 jours. Tout compris, si vous voulez, jusqu'au moment où j'ai été sûre qu'effectivement, la municipalité, malgré cette pression qu'elle subissait, prenait bien la décision, dans les délais qui nous étaient impartis, à savoir que nous n'avions que 2 mois pour présenter ce recours, allait prendre effectivement la décision de recourir en justice comme elle avait toujours souhaité le faire. Si les premiers parcs éoliens ont été implantés sans le consentement des populations riveraines, en région centre, Jacques Pallas a de son côté tout fait pour informer et rassurer ses administrés, ceux des communes voisines. Chaque fois que nous avons pu consulter la population, nous l'avons fait. Je l'ai fait par exemple tous les ans au mois de janvier, il y a les vœux du maire, donc nous avons informé, nous avons fait des panneaux d'affichage, nous avons acheté une exposition sur les éoliennes. Chaque fois qu'il y avait une fête, on avait l'exposition. On a mis à disposition du public de Saint-Georges et d'ailleurs les permis de construire, l'avant-projet sommaire, et on a eu des réunions publiques avec Nordex et avec le conseil municipal. Et il y en a eu suffisamment pour que les gens soient effectivement informés correctement et se prononcent. Et il n'y a pas eu d'opposition? Il n'y a eu aucune opposition? Si, il y a eu de l'opposition. Il y a eu, même dans l'équipe municipale, il y a eu des gens qui s'inquiétaient, qui disaient que beaucoup de choses, comme ce qu'on peut entendre à la télévision ou à la radio ou dans la presse écrite. Donc il y avait des inquiétudes. Et pour lever les inquiétudes, nous sommes allés visiter donc, des parcs éoliens dans la Beauce, en Vendée et au plateau des Mille Vaches. Et on a fait des campagnes d'information et on a essayé de répondre à toutes les interrogations qui nous étaient soulevées. Et je pense que maintenant que le projet il est tel que vous le voyez, qu'il fonctionne, qu'il y a une intégration paysagère, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïtés qui ont été levées. Mais dans l'ensemble, il y a eu un bon consensus autour de ce projet. Avec 12 parcs installés et 52 machines en fonctionnement en début 2010, la région Poitou-Charentes produit environ 107 MWh d'électricité éolienne, ce qui la place au 14e rang des régions françaises.
Ce relativement bas classement est certainement dû au fort activisme des anti-éoliens charentais qui usent de tous les recours pour bloquer les projets de création de parcs éoliens afin de limiter au maximum ce qu'ils considèrent comme une véritable invasion. Ancien maire d'une petite commune des alentours de Surgères, Jean-Claude Légeron a peu à peu rejoint cette fronde. Un projet est né sur ma commune et bon, je l'ai découvert un peu pas par hasard parce que j'étais encore conseiller municipal à cette époque, après avoir été maire de ma commune. J'étais favorable à un projet intelligent, on me dit voilà, c'est l'énergie renouvelable. Et il m'a fallu un peu plus de 2 ans pour, comme ça, un peu en discutant, en lisant, pour réaliser que c'était pas aussi beau que ce qu'on voulait nous dire par devant et qu'il fallait quand même réfléchir un peu à ça. Vite, on se retrouve devant des propositions très structurées, des entreprises très structurées, des intérêts financiers très importants et on ne peut pas rester au milieu du gué, quoi. Voilà. Voilà comment l'engagement s'est fait, progressivement, très progressivement. Ce n'était pas vraiment une réponse au problème énergétique, parce que l'éolien ne marche pas tout le temps, et qu'actuellement, il faut le réguler, comme on dit, donc il faut vite faire partir on ne va pas arrêter les congélateurs, on ne va pas arrêter les ascenseurs, les trains ne s'arrêtent pas quand il n'y a pas de vent ou quand il y en a trop. Donc les usines thermiques sont absolument indispensables au fonctionnement des éoliennes. Ce n'était pas le cas de la France et grâce aux éoliennes, j'ai découvert qu'on était en train de lancer des grands programmes d'équipement en centrales thermiques pour faire notre électricité, notre énergie. C'était assez choquant, surtout que on arrivait à obtenir la décision des maires de nos petites communes, voire et les propriétaires, où on mettait les éoliennes par de l'argent. Et c'était un rouleau compresseur qui se mettait en route pour une non-réponse à nos problèmes énergétiques. Alors il y en a 2 sur 6 là qui sont installés et les 4 autres vont être là devant, hein, à proximité environ à 800 mètres du petit hameau de Puy-Moreau. Hein, et là, au point de vue du bruit... Michel Broncard est vice-président de la Fédération Environnement Durable, l'une des plus farouches associations d'opposants aux éoliennes. Lui et Jean-Claude Légeron se sont retrouvés sur le site de la Bénat, où un parc de 6 machines est en construction. Ce sont des machines allemandes, hein, Enercon, et les transporteurs sont espagnols, les monteurs sont allemands. Hein. Oui. Finalement, à part le socle en béton qui a été fait par une entreprise française, tout le reste, hein, c'est étranger. Alors, bonjour la balance commerciale de la France. Hein. Et ça, c'est pas le cas uniquement ici, mais partout, hein, puisque les machines sont soit espagnoles, soit danoises. C'est clair que si nous avions un fabricant français, beaucoup des associations qui ont le jeu facile, parce qu'elles ne se battent pas contre des emplois français. Du jour où elles vont taper sur l'éolien et les emplois éoliens français, croyez-moi, elles n'auront pas beaucoup d'effet. Ce qui nous gêne dans ce parc, finalement, ce sont des machines de 130 mètres de haut, hein, qui culminent, hein, dans le paysage, et véritablement, ça ne s'intègre pas au paysage, je suis désolé. Hein, des machines industrielles aussi importantes, et pourquoi ? Pour quelle production électrique véritablement ridicule, hein, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, mais en France, la production éolienne, les 2500 éoliennes qui ont été installées à ce jour, eh bien, on produit 1% de la production. Et toutes ces questions de destruction du paysage, on ne se les a jamais posées au moment où on a posé des lignes à haute tension sur des surfaces incroyables, des châteaux d'eau en plein milieu de villages.
On ne s'est pas posé ces questions-là à ce moment-là, donc pourquoi on se les pose maintenant concernant les éoliennes? Eh ben, on se les pose maintenant parce que les châteaux d'eau et les pylônes électriques les plus hauts font 40 mètres de haut. Ces machines, elles font 130 mètres de haut. Hein. C'est totalement différent. Je me permets de poser la question, pourquoi des éoliennes? Pourquoi des énergies renouvelables? Et si on n'analyse pas le Kyoto, la directive européenne, le plan climat en France, si on n'analyse pas les catastrophes climatiques, les gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, à mon avis, on est à côté. Et il y a une deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est la question énergétique, son approvisionnement, sa fabrication de ce 21e siècle. Alors on peut être pour ou contre, mais il faut que ces questions, elles sont centrales, il faut qu'elles soient au cœur du débat. Et après, je ne suis pas non plus pour opposer les énergies avec les énergies existantes. C'est vrai, d'ici, il va y avoir ce parc-là, on est sur une petite butte. Un autre un peu plus loin, Mazeré-Bigné va se faire. Risque fort de se faire. C'est sûr. Il y en a qui sont au tribunal administratif un peu plus loin, là, sur la butte, un peu plus loin, vers Saint-Pierre-de-Julier. Donc on va être bien entouré là. Invasion étrangère, destruction du paysage, gros spéculateurs contre petits, le discours est parfois dur, voire confus. Mais la ténacité est là. Reste à savoir ce que ces Don Quichotte des temps modernes proposent, car être contre pourquoi pas, mais ont-ils des alternatives? Qu'est-ce que vous proposez, vous, comme alternative dans votre fédération? Le photovoltaïque individuel, pourquoi pas, hein? Nous ne sommes pas contre. Il y a d'autres énergies renouvelables telles que la géothermie. Aujourd'hui, la France pourrait progresser énormément. Le recyclage des déchets. Sur l'éolien offshore et surtout sur les énergies marines, hein, je crois que là, il y a de la recherche, hein, et des développements à faire. Les pro-éoliens vous disent un petit peu à la solde du lobby nucléaire. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ça? Alors écoutez, là je crois que ce sont les promoteurs, hein, les syndicats des énergies renouvelables qui disent ça, mais nous ne sommes absolument pas à la solde, hein, de l'énergie nucléaire, loin de là. Nous n'avons aucune subvention de quoi que ce soit, hein. Nous sommes totalement indépendants et la seule chose c'est que nous ne défendons pas particulièrement l'énergie nucléaire, hein. Nous ne sommes pas des acharnés de l'énergie nucléaire. Nous sommes quand même conscients des risques qu'il y a également, hein. Mais la seule chose, c'est que tout cet argent dépensé, hein, dans l'énergie éolienne, on ferait mieux de la dépenser dans la recherche, hein, justement dans d'autres domaines, hein, pour d'autres énergies renouvelables. Il faut discuter de cela, moi je crois, mais pas de diabolisation des énergies renouvelables. Je pense qu'on fait fausse route et on ne répond pas aux questions de ce 21e siècle. Voilà. La seule chose, c'est que les anti-éoliens ne diabolisent pas les énergies renouvelables, ils diabolisent l'éolien. Oui, je sais qu'ils diabolisent l'éolien. Eh bien écoutez, moi je suis toujours prêt à en débattre et d'ailleurs je ne vous cache pas que je vais les inviter. Ils m'ont invité, moi je vais les inviter au pied d'une éolienne, au cœur du parc éolien de Saint-Georges et de Mini, pour que l'on discute, pour que l'on débatte ensemble. Voilà. Après, je pense qu'il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'informations, tant du gouvernement, tant de l'ADEME, tant de EDF, et tout le monde dit que le développement des parcs éoliens donc, contribue à l'approvisionnement énergétique de notre pays. Donc ce sont des chiffres qui sont vrais, ce sont des chiffres qui peuvent être constatés. Par exemple, les anti-éoliens, ils n'ont qu'à aller voir les centrales électriques de EDF qui sont alimentées avec du charbon ou avec du pétrole. Et voilà, et EDF leur répondra qu'aujourd'hui elle ne fonctionne pas parce qu'il y a l'apport des énergies renouvelables, dont l'éolien. Outre l'aspect purement subjectif sur l'esthétique de ces machines, les nuisances sonores ou la perturbation des ondes hertziennes dans certains cas, le principal grief reproché aux éoliennes est donc d'ordre écologique. Le vent est effectivement une source d'énergie intermittente. C'est une des raisons qui, au XIXe siècle, a fondé le remplacement des moulins par des machines à vapeur. Étant donné que le stockage de l'électricité en grande quantité est encore très difficile et coûteux à mettre en place, l'énergie éolienne ne peut être utilisée que comme énergie d'appoint et ne pourra jamais subvenir à elle seule aux besoins en électricité. Pour maintenir la production, lorsque l'énergie éolienne fait défaut, il est nécessaire que le réseau auquel un parc éolien est intégré soit composé également de centrales électriques dites secondaires, c'est-à-dire à démarrage rapide, par exemple les centrales thermiques
dont l'impact polluant n'est plus à prouver. Les éoliennes ne font donc pas l'unanimité. Inefficaces, polluantes et coûteuses pour leurs détracteurs, elles peuvent avoir aussi un impact sur l'environnement animal. Laurent Arthur est naturaliste, spécialisé dans les chauves-souris. Sensible aux questions écologiques, il était a priori favorable aux éoliennes. Mais rapidement, son activité l'a amené à s'interroger sur le phénomène éolien. L'impact a été découvert il y a quelques décennies. Donc on a trouvé des chauves-souris mortes au pied des éoliennes. La problématique a commencé comme ça. Les grosses éoliennes tuent par barotraumatisme. Alors le barotraumatisme, c'est une compression, une dépression de l'air qui sont juste avant et après les pales. Une pale d'éolienne tourne très vite, en bout de pale, très très vite, au-delà de 200 km/h. Donc ça fait une compression de l'air, une dépression de l'air qui correspond un peu, on va dire, un parallèle un peu osé, mais qui correspond aux accidents de plongée, c'est-à-dire que les animaux sont morts au pied des éoliennes, n'ont pas de traumatisme apparent. Ça, c'est la première cause de mortalité. La deuxième, c'est l'impact. C'est-à-dire que la chauve-souris passe et l'éolienne la percute, vu la vitesse. Les chauves-souris, en Europe, la moitié de l'année sont inactives. Elles sont en hibernation, c'est-à-dire que la moitié de l'année, les éoliennes tournent, pas d'impact. Les chauves-souris sont des animaux nocturnes, c'est-à-dire que de jour, les éoliennes tournent, pas d'impact. Et vous accumulez tous ces phénomènes et vous allez arriver à un impact très fort sur une période très courte. Il y a un bureau d'études qui est arrivé à un protocole informatique qui donne 3% de perte de rentabilité de l'éolienne pour avoir un impact bien moins fort sur les chauves-souris. Et là, on est dans un phénomène intéressant, c'est-à-dire que l'impact financier, puisque ou rentable ou énergétique, est faible, et la cohérence environnementale est forte, c'est-à-dire qu'on a une éolienne qui respecte l'environnement. En fait, on court après le développement éolien pour essayer de voir son impact réel, mais pour réussir à avoir des résultats, il faut des années, voire des décennies. C'est logique. Tout d'un coup, on trouve une solution qui paraît environnementalement intéressante. Il y a une pression forte des industriels pour qu'on amène des réponses. Et nous, pour amener des réponses, quand je dis nous, je devrais dire quand les scientifiques veulent amener des réponses, ils disent on a besoin de 10 ans. L'industriel, il dit mais attendez, mais je n'ai pas attendre 10 ans. C'est un problème, je dirais que le problème, il est récurrent dans tout nouveau développement industriel. On étudie les impacts, il n'y a que dans le médicament où on prend en gros toutes les mesures avant de lâcher le médicament sur le marché. Aujourd'hui, tous les grands groupes industriels internationaux s'intéressent à l'éolien. Areva, Alstom et autres Suez investissent dans ce nouveau filon. Mais pour quelles raisons ? Pour le moment, le tarif de rachat de l'électricité éolienne est de 82 € le mégawatt-heure. Avec un temps de fonctionnement moyen annuel de 2200 heures, une éolienne de 2 MW garantit à son promoteur 360 000 € de revenus annuels. Opération plus que rentable quand on sait qu'une éolienne installée coûte environ 1 million d'euros. L'amortissement se fait entre 3 et 5 ans maximum. L'éolien est plus que bénéfique pour les promoteurs. Certains ne s'y trompent pas. Le groupe Suez, par exemple, a acheté 50,1% des parts de la Compagnie du Vent, une société française spécialisée dans la promotion d'éoliennes, pour un montant de 321 millions d'euros. Or, le chiffre d'affaires de la Compagnie du Vent se limite à 11 millions d'euros. Mais elle serait riche de signatures d'élus pour des permis de construire permettant la production de 2000 MW. Au vu du prix de rachat fixé, la valeur de chaque signature transformerait le vent en or. La manne profite aussi aux fabricants, essentiellement allemands, danois, espagnols. Les grands groupes ne s'y trompent pas et investissent en masse.
Elles appartiennent à qui alors ces éoliennes ? Alors aujourd'hui, les éoliennes, donc, elles appartiennent donc à Nordex. C'est-à-dire que Nordex a acquis 1000 m² à peu près par pied d'éolienne aux agriculteurs exploitants. Donc ils ont un bail emphytéotique de 2 fois 20 ans. Et c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, les éoliennes, elles auront, donc la durée de vie sera atteinte, on les démolit, on en reconstruit d'autres. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le bail emphytéotique de 2 fois 20 ans. Et donc, compte tenu que les agriculteurs ne peuvent pas l'exploiter, il y a donc une indemnisation qui a été réalisée donc pour chaque pied d'éolienne auprès de chaque exploitant propriétaire. Et ensuite, Nordex, qu'est-ce qu'ils en font ? Alors après Nordex, sa vocation, bien sûr, c'est de faire de l'argent. Hein. C'est d'être sensible aussi, parce qu'ils nous l'ont montré donc, par rapport aux enjeux planétaires. Hein. Mais ce sont des industriels, donc voilà, quoi. On est en société libérale, donc je ne vous fais pas de dessin. Mais par contre, Nordex n'a pas vocation à garder les parcs éoliens. Ils investissent et ils revendent donc, pour faire le gain, mais surtout pour récupérer donc, l'investissement. Voilà. Donc ces parcs éoliens, il y en a 4, ils sont donc tous à vendre. Voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a déjà 2 parcs, les Barbes d'Or et les Joyeuses, qui sont donc vendus à un groupe d'assurance bancaire. Voilà. Et puis il en reste 2. Donc il y en a un où on est intéressé, nous, les collectivités, autour d'une société d'économie mixte pour en acheter un. Et puis il y aura le 4e donc, qui est en vente, mais je sais qu'ils ont des éventuels acheteurs. D'accord. Et comment ils gagnent de l'argent, les investisseurs ? Oh, ben écoutez, ça, il n'y a que eux qui peuvent le dire, hein, mais je suis assez d'accord avec ceux qui pensent qu'ils gagnent beaucoup d'argent. On porte un peu le handicap du début. Hein. C'est ça qui fait que y a quelquefois ces réactions un peu déplacées à l'endroit de l'éolien. Tout ça peut reprendre, peut de nouveau être vertueux. Alors mon grand combat, c'est... maintenant que les agriculteurs, les ruraux seront associés à la réflexion, à la réalisation, à l'exploitation des centrales, en même temps que les gens qui investissent. Il faut créer des emplois industriels en France. C'est-à-dire que c'est difficile pour un politique de se battre quand il n'a pas derrière des décisions courageuses, un retour au niveau des emplois. Et c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de fabricants d'éoliennes. Les emplois sont à l'étranger. Toute l'implantation, elle répond d'abord à un questionnement paysager, naturel, de respect de l'environnement. Oui. Donc, comment ça se passe ? Oui, je vous dirais que c'est quasiment obligatoire. Parce que d'abord, Nordex, c'est une entreprise, je pense, qui est sérieuse. Ils ont 30 ans d'expérience. Et qu'ensuite, si vous voulez, quand il y a un projet, ça passe devant tellement d'administrations. En fait, sur le département de l'Indre, c'est passé devant 29 administrations, services d'État, avant que le préfet donne son autorisation du permis de construire. Rendez-vous compte. Il y a eu des commissions, il y a eu des entretiens, il y a eu des visites de sites. Le projet a été modifié 4 fois. Donc c'est pour vous dire. Donc je vous assure qu'en 4 ans et 8 mois, il y a de nombreuses questions qui ont été vues, qui ont été donc réglées, de façon à ce que l'intégration et le développement des parcs éoliens, des 4 parcs, donc soit le mieux possible en tenant compte de tous ces paramètres. Vous pensez que la lutte va être rude ? Très longue. Très longue parce qu'en face de nous, ils sont très très motivés parce qu'ils sont motivés par l'argent et ils ont un pouvoir financier qui fait qu'ils peuvent attendre. Pour nous, une procédure juridique, ça veut dire que chacun va donner 10 €, qu'il faut pleurer régulièrement pour aller récupérer auprès de nos adhérents un peu d'argent. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile, c'est cher d'obtenir la justice. Cet éolien va se faire. Et il se fera parce qu'il est légitime en termes économiques et que s'il est bien fait, il ne gâchera pas nos paysages. Donc, faisons rapidement que toutes les conditions soient réunies et qu'il y ait des fabricants, des emplois industriels français. Vous verrez que ça sera un mauvais souvenir. Dans mon département, il n'y a pas un projet qui n'est pas au tribunal. Tous. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce fonctionnement. Pourquoi ? Et ce n'est pas que des excités qui s'agitent sur le paysage, etc. Il y a aussi des raisonnements de bon sens sur le problème énergétique. On ne va pas truffer notre région de petits parcs à droite, à gauche, uniquement pour quelque chose qui ne va rien nous apporter sur le plan énergétique et que des coûts pour toute la population. On ne peut pas défendre cet éolien terrestre qui pollue
et derrière lequel se cache une industrie qui sur notre dos, s'enrichit honteusement. Vous savez, le changement, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, mobilise toujours des anti. Cela dit, le temps, gomme. Demain, dans les paysages français, vous aurez de l'éolien, autant qu'il faut. Il ira chez les petits agriculteurs et leur donnera des revenus. Il ira sur des grandes centrales, dans lesquelles les agriculteurs seront impliqués financièrement. Et il ira en offshore, en France et ailleurs. Alors que l'éolien était présenté comme la panacée pour seconder, voire remplacer les sources énergétiques polluantes, il semble que l'opposition à ces moulins modernes, en tout cas la façon dont ils sont implantés en France, soit justifiée. Malgré les inconvénients et les reproches qui peuvent être faits à l'éolien énergétique, simple utopiste ou réel avant-gardiste, certains croient sincèrement à son utilité et à son rôle écologique. Les questions que je me pose un petit peu, moi, par rapport à tout ça, bon, ça reste quand même relativement petit par rapport aux besoins énergétiques en France. Oui. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu une petite pierre comme ça uniquement ? Oui, c'est vrai que ça. Vous savez, quand en 2020, on aura développé l'ensemble des parcs éoliens en France, si on prend la production électrique aujourd'hui, ça ne représentera que 7%. Donc vous voyez qu'effectivement, ça ne peut être qu'une complémentarité à ce qui existe. Mais moi, je reviens à la question énergétique de ce 21e siècle. Tout le monde dit qu'il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus de pétrole, y compris l'uranium. Je suis allé visiter une centrale nucléaire et les ingénieurs EDF disent que dans 60 ans, l'uranium, il ne devrait plus y en avoir. Donc, il y a donc un problème énergétique dans le monde. Donc, au-delà de l'éolien, du photovoltaïque, il faudra bien que nos politiques réfléchissent à d'autres sources d'approvisionnement énergétique. Sinon, on va se trouver avec moins d'électricité, moins de production. Et donc, comment va-t-on faire tourner nos usines? Comment va-t-on se chauffer? Comment va-t-on... la vie courante, dans le transport, dans le logement, dans nos habitations. Il y a donc une question. Mais effectivement, l'ensemble des énergies renouvelables ne compenseront pas la perte du pétrole, du gaz et autres. Et on est au milieu du gué, c'est un moment, moi je pense que c'est un moment passionnant parce que quand on voit, je pense aux autoroutes. Les autoroutes ont été développées, les premiers milliers d'autoroutes français il y a quelques décennies ont été développées sans prendre en compte la nature du tout. Maintenant, les gens qui construisent les autoroutes ont des normes à respecter et intègrent ça. L'éolien est maintenant confronté à la même chose. Le développement de l'éolien pourrait devenir éco-compatible, mais pas s'il se développe de manière anarchique. Je pense que dans 10 ou 20 ans, on pourra dire le développement éolien a été une catastrophe pour certaines espèces, ou on a réussi à faire un pari très audacieux, c'est-à-dire qu'on a réussi à les implanter et à rendre un système de production d'énergie vraiment éco-compatible. Joli défi. Face à la multitude de conflits locaux, une mission parlementaire a été constituée. Le rapport Ollier est accablant et émet 5 recommandations, dont la mise en place d'ici fin 2011 de schémas régionaux de l'éolien. Chaque zone de développement devra fournir une puissance installée d'au moins 15 MW et sera composée d'au moins 5 mâts. Car pour les députés, ayant participé au rapport, l'ennemi n'est pas l'éolienne, mais sa dissémination anarchique sur le territoire, poussée par des promoteurs parfois peu scrupuleux. Réel constat écologique ou simple manœuvre électoraliste face à la grogne montante, une chose est sûre, les prochains mois seront déterminants pour l'avenir de l'éolien industriel en France.